Let's go. Hello, hello. Ouais, ouais, t'inquiète. Hello, hello. On rentre du boulot. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Bienvenue à tous dans ce live qui va durer très longtemps. Salut Yannick. Bonjour à tous. On va régler un petit peu le setup. Hop, on va faire un petit peu comme ça. Vraiment, tout était plus ou moins carré, mais on améliore encore un petit peu. Bienvenue à tous. Salut Loric. Bonjour à tous. Évidemment que pour que je monte en live, il faut qu'on commence à m'envoyer des messages. Ouais, j'espère que tu vas bien. Ah, ok, j'avais fait passer le message que c'était info. Ok, mais sur TikTok, parfait. Je me connecte et je te fais un message quand je me connecte. Je fais un petit peu. Désolé, hop, voilà. Message en intervenant, j'espère que vous allez bien. Alors on est en live sur TikTok, sur Insta et sur Kik. Sur Kik, je partage mon écran. J'attends de voir si je vais avoir mon modérateur favori qui va venir, HS, que je puisse le rajouter comme modérateur. Welcome. On va attendre que ça se connecte un petit peu. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu, je vais faire un petit live à partir de 18 h jusqu'à 2 h du matin. Au programme, il y aura moi-même, Lucas Biver pour le e-commerce, le dropshipping, Tara Bendo, qui est un analyste financier qui travaille pour de grandes institutions, avec qui je passe sur LN24. Fabien Dessin, qui fait de l'import-export et du sourcing depuis la Chine et qui vit en Chine, pour ceux qui veulent remplir des containers ou faire du e-commerce ou du dropshipping pour aller à la source et travailler avec les bonnes personnes. Et aussi Arnaud, mon pote depuis très longtemps, qui parlera de l'IMO, location court, terme, long terme et de la rénovation, qui était là aussi comment je dire, un disciple d'Olivier Seban. Valentin Pinault, un de mes associés sur un business, qui vous parlera d'entrepreneuriat. Valentin qui est passé aussi sur Affaires conclues, qui a investi dans beaucoup d'immobilier et dans des affaires en France. Et puis bien sûr moi-même. Donc voilà un petit peu l'idée du programme. Puis on va voir où ça nous mène tout ça. Peut-être qu'on fera monter d'autres personnes en live. En tout cas, merci d'être là. Salut Maïmir, bonjour à tous. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Donc tout est enregistré et sera découpé en morceaux et sera monté. Il y aura des replays, ça sera sur YouTube, etc. Donc voilà. Salut Fabien. Je vois que Fabien fait un petit test de connexion. Donc voilà un petit peu pour le programme. Est-ce que ça vous plaît? On va essayer de faire ça bien, on va essayer de partager du contenu, de l'information, des gens qui sont experts dans leur domaine, qui vous permettent de vous donner de la valeur ajoutée. Par après, si vous voulez vous lancer dans différentes choses, dans différents domaines, que ce soit le e-commerce, le dropshipping, les marchés financiers, la crypto, si vous voulez importer des produits de Chine, faire du sourcing, faire de l'immobilier, utiliser le levier de la banque, faire du long terme, du court terme, de la rénovation. Voilà, tout ça, ce sont tous les sujets qu'on va aborder, de l'entrepreneuriat bien sûr, avec Valentin aussi. Donc je pense que ça couvre quand même un vaste panel des différentes opportunités de ce qu'on peut faire pour se développer, pour gagner de l'oseille, pour essayer de progresser. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc l'idée, c'est pas de vous vendre n'importe quoi, l'idée c'est de faire un partage de contenu. Puis après ça, bah, si vous êtes intéressé par ce que fait Lucas, bah, Lucas, forcément, il fait des coachings, qu'il aide des gens à progresser. Tara, lui, il n'a rien à vendre. Il est analyste financier. Fabien, il aide aussi les gens à faire du sourcing d'import-export depuis la Chine. Arnaud, bah, il peut vous mettre en contact aussi pas mal de personnes, etc. Valentin, bah, tout ce qui est entrepreneuriat et ce genre de choses. Et moi-même, bon, voilà. Vous savez, moi j'ai un petit groupe élite et là je suis occupé de refaire une formation complète. Ça va être vraiment bien. Sur une plateforme qui s'appelle School, qui est vraiment le top du top. Et puis là, je vais vous partager tout ce que j'ai, pas tout ce que j'ai appris, parce que j'ai beaucoup de choses avec la cybersécurité, mais je vous partagerai en tout cas toutes les informations que j'ai, tout ce que j'ai construit pendant toutes ces années, donc avec des présentations sur la gestion financière,
en partant de zéro, euh, l'immobilier, euh, les marchés financiers d'un point de vue global, comment ça fonctionne, avec les différents intervenants pour que vous compreniez. Il y a beaucoup de gens investissent mais ne comprennent rien ou ne veulent pas comprendre, mais c'est quand même important de comprendre les choses. Oui, il y aura une rediffusion, Julien. Tout ça va être enregistré. Et voilà, parce que par exemple, il y a des événements qui se passent, par exemple, pour parler du monde de la crypto, comme cette semaine là. Par exemple, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Ondo, avait des tokens qui étaient bloqués depuis plusieurs années et qui a débloqué des tokens. Alors, sur les réseaux, ça part en FUD. Ouais, ils vont débloquer 20% de la liquidité, des tokens. Le token va s'écrouler, c'est la fin du monde. C'est un vrai projet, Ondo. C'est pas un mepcoin. C'est pas un scam. Donc, quand on fait de la tokenisation, par exemple, pour citer un exemple avec ce projet-là, Ondo, ben forcément, à un moment donné, si on veut continuer à faire des projets, ben, on va investir dans différentes choses. Si eux, ils tokenisent, par exemple, de la dette américaine ou des produits financiers, ben, il faut plus de tokens bah, pour pouvoir continuer à tokeniser tous ces actifs, bah, pour pouvoir en avoir plus, bah, ça veut dire qu'il faut en libérer. C'est pour ça qu'il y a une vision, il y a une roadmap. Et à partir d'un moment donné, bah, on libère des tokens pour pouvoir tokeniser plus d'actifs. Voilà, par exemple. Eh bien, mauvaise connaissance, on ne sait pas. On crie au scandale, mon Dieu, tout va s'effondrer. Et pas de bol, le token, il explose. Pour information, Ondo a pris aujourd'hui 10%. Pas à cause de ça, mais bon, voilà. Après, cette semaine, comme vous l'avez vu, on a eu. Ça bug kick. Non, ça bug pas kick. Est-ce que ceux qui sont connectés sur Kick peuvent me confirmer que tout va bien et qu'on voit bien mon écran et qu'on m'entend bien? Et voilà. Donc ici, par ça, il y a des annonces dans le fondamental. Hier, il y a eu la publication sur les taux d'intérêt qui n'ont pas changé, sans surprise. Désolé pour le petit bruit derrière, la machine à laver qui se finit. Et donc voilà. Donc dans l'agenda de ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, je voulais commencer par moi et vous expliquer un peu moi qui je suis, mon histoire, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà, je pense que ça peut être pas mal déjà. Que je fais rarement ce genre de choses pour repartir un petit peu de zéro, expliquer qui, quoi, comment et d'où je viens. Donc je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, on va passer là-dessus. Après ça, si vous voulez bien tapoter sur votre écran sur TikTok, ça ferait grand plaisir pour donner de la visibilité. Parce que bon, là, je suis sur mon deuxième compte de secours parce que j'ai fait une connerie avec le premier, c'est ma faute. Et je suis ban de live jusque demain. Donc, si vous voulez bien partager et cliquer, ça serait cool. L'autre, évidemment, il faut que je monte en live pour qu'il m'appelle. Sacré Adèle. Petit instant, je fais un petit message. Voilà. Et donc voilà, on va un peu vous expliquer mon parcours, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai quand même fait des projets, des choses, je pense, qui sont pas mal dans ma vie. Donc ça, c'est un peu l'idée de partager cette partie-là avec vous. Après, à 19h, on aura Lucas qui va intervenir. Polycom. Ouais, je suis désolé, c'est la machine derrière. Mauvais timing sur la machine à laver. Je pense d'ailleurs que je vais l'arrêter, hein, cette histoire. Je sais pas si on peut arrêter ça en plein truc. Mais la presque fini. Patientez 2-3 minutes, on va commencer juste après quand cette saloperie a fini. Et il faut évidemment que quand je lance un live, tout le monde m'envoie des messages. Vous m'entendez bien quand même? Paiement refusé dans la maison. Dude est là aussi. Dude, je me suis depuis longtemps. Salut paiement refusé. Non, je lance pas YouTube. Ça va, BG. La femme de ménage n'est pas là. Ça marche très très bien, Kik, hein. Je t'invite à fermer et réouvrir. Est-ce que vous qui êtes sur Kik, vous m'entendez bien et que tout est OK? On va demander. J'aspire en feu, Nino Solana. Le marché a bien réagi.
Pas de problème, paiement refusé. Ça va se débloquer. Ouais, le marché a plutôt bien réagi, mais c'est normal, hein, le marché quand même était vachement haut aussi sur le Nasdaq, etc. Et donc forcément, bah, une fois qu'il y a une annonce un peu mauvaise, bah, ça se pète la gueule pour aller rechercher de la liquidité. On me dit que tout va bien sur Kik, que je dois pas aller sur YouTube. Voilà, je n'ai pas installé l'outil Restream, donc je ne peux pas faire Kik et YouTube en même temps. Donc pour un peu vous présenter qui je suis, je vais un peu vous expliquer qui je suis, de quoi je vis. Voilà, on pose la question, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, comme ça vous aurez un petit peu un panel. Ne vous inquiétez pas, on va parler crypto, etc. Il y aura assez d'opportunités pendant ces nombreuses heures de live de parler de tout ça. Alors moi je suis qui? Bah, je suis Marc, Marc Mazur. Pourquoi MMA? Bah, parce que Marc Mazur, MMA. Et je viens du monde, j'ai 46 ans, je suis belge. Je viens du monde de l'informatique. J'ai fait ce qu'on appelle l'équivalent d'un bac+3 en technologie de l'informatique en Belgique. Donc ça consistait dans une grande partie d'électronique, d'électricité et de programmation, système d'information et de tout ce qui est lié à l'informatique, développement, etc. Donc après ce bac+3, ben, quand je suis sorti de l'école en 2000, je suis sorti au moment du bug de l'an 2000. En parallèle des études, j'avais passé, grâce au directeur de l'école, les certifications Microsoft, ce qu'on appelle le Microsoft System Engineer, qui consiste en 7 examens en anglais, que j'ai réussi. Et en sortant de l'école, je pense que je devais être un des seuls en Belgique à cette époque-là qui avait cette certification Microsoft. Et donc, je me suis retrouvé à faire un stage de fin d'études chez un grand énergicien qui à l'époque s'appelait Electrabel en Belgique, dans le département d'infrastructure, pour ceux qui connaissent, qui sont belges, au quai des usines à Laken. Et bah là, j'ai commencé, voilà, sortie d'école, 21 ans, infrastructure, gestion des applications, des machins, des serveurs, base de données SQL, les intranets, etc., tout ce genre de conneries. Et comme moi, je venais d'assez loin, j'arrivais toujours très tôt au boulot. À cette époque-là, je vous parle 2000, on mettait en place les premiers plans de continuité, donc tout ce qui était gestion de crise, les DRP, hein, donc Disaster Recovery Plan, avec des différents data centers, etc., etc. Et j'étais toujours là très tôt au boulot pour éviter les embouteillages, pour arriver jusque Bruxelles. Et donc, bah, j'ai ramassé toutes les emmerdes de la nuit ou du week-end. Et bah, chez les Travels, on produit de l'électricité. Qui dit produit d'électricité dit ce qu'on appelle un dispatching. Donc, des gens qui appuient sur des boutons, qui appellent au téléphone pour allumer des centrales, diminuer des centrales et tout, en suivant des plans de production. En 2000, c'était très archaïque. C'était par téléphone, avec deux, trois écrans, mais il n'y avait rien d'automatisé. Et il y avait déjà une entité de trading chez Electrabel. Euh, et, euh, et donc, cette entité de trading, bah, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle achetait du charbon, du gaz, des contrats CO2 pour les émissions, il y avait un desk forex, etc., etc. Mais c'était très archaïque. C'était avec des fichiers Excel, c'était avec ce qu'on appelle les étralis, donc des gros téléphones qu'on voyait dans les films là où ça crie pour acheter et vendre, etc. Par messagerie Yahoo. Donc c'était le début de la genèse des systèmes de trading automatisés et avec des systèmes d'information derrière. Et donc, en 2001, il y a eu l'ouverture du marché de l'énergie. Donc, c'est-à-dire que bien, toutes les centrales, les unités de production étaient détenues par l'État. EDF, Electrabel, qui était l'État belge, etc. Et tout ça s'est privatisé et on a ouvert le marché de l'énergie. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à voyager partout en Europe pour automatiser ces différentes centrales et ces différentes entités de production pour pouvoir les contrôler d'un point de vue centralisé, pour créer des salles de marché, pour acheter, vendre l'énergie en Europe. Et donc ça, c'est le début de ce qui est aujourd'hui Engie des salles de marché qui sont un peu partout dans le monde, Engie notamment à donc la Défense et à Bruxelles, plus en Espagne, au Portugal, etc. etc. Oui, HS, je te mets mode. Attends, comment ça marche encore cette histoire? Ils en retour. Alors déjà, il faut que je me souvienne comment on fait. Ajouter modérateur, voilà. Voilà. Mon modérateur est là. Et donc, bah, j'ai participé à la mise en place de ce qu'on appelle un ETRM, Energy Trading Risk Management System, en partant de zéro, donc front desk, back office, la partie risque, les sales traders, etc., etc., l'interfaçage avec tous les marchés financiers, le forex, avec Reuters, avec Bloomberg, avec les bourses internationales, et la mise en place de ces grosses salles de marché, qui à l'époque, on a commencé, c'était à Lyon, place des terreaux, pour ceux qui connaissent.
Et puis, et puis après ça, ben, ça s'est centralisé à Paris, à la Défense, dans les grosses tours, et à Bruxelles notamment. Et donc voilà, donc j'ai participé de zéro à la mise en place de tout ça partout en Europe. On a fait ça avec une équipe de fous furieux pendant 3 ans. On était quatre en mode SWAT paracommando pour aller faire ça. Pour donner une ordre de comparaison, il y a des grosses sociétés qui avaient été consultées pour faire cette mise en place. Par pays, c'était 3 ans. Bah, on l'a fait chaque pays en 6 mois à 4 ou 5 personnes. Ça, évidemment, il y a des équipes derrière qui industrialisaient les trucs, qui mettaient les salles de serveurs et le machin, tout le bordel, etc., etc. Mais donc voilà, ça c'était une très très belle expérience dans ma vie. La mise en place de toutes ces infrastructures qui sont toujours là. Et en Belgique notamment, si vous avez un réseau électrique stable, bah, il y a une partie du système que moi j'ai développé qui est toujours là, qui régule le réseau électrique en Belgique et qui communique avec Elia notamment pour toute la régulation du réseau, avec des systèmes, ce qu'on appelle des SCADA, des systèmes de supervision. Salut Saïd, Nono qui vient de rejoindre le live. Salut Nono. Et puis après ça, bah, j'ai fini donc CTO, donc Chef Technical Officer de l'entité de trading de donc GDF Suez, ça s'appelait GST, Paris-Bruxelles. Après ça, j'ai démissionné pour me mettre à mon compte, parce que ça devenait un petit peu trop franco-français à mon goût. Et c'est là où j'ai commencé à me mettre indépendant. Alors en parallèle de ça, donc à l'âge de 26 ans, 25 ans? 26 ans? À l'âge de 25 ans, mon meilleur ami en Belgique, qui s'appelle Michael, reçoit un livre de son beau-père pour Noël. Et ce livre s'appelle Tout le monde mérite d'être riche, de Olivier Seban. Moi, à l'époque, cadre dans une grosse société, plein d'avantages, etc. Moi, je voulais faire plein de trucs. Je voulais créer des systèmes, je voulais ouvrir une société, je voulais faire de l'immobilier, je voulais faire plein, plein, plein de choses. Forcément, les parents derrière, oui, mais tu te rends compte, t'as une belle situation, etc. Pourquoi tu vas commencer à prendre des risques, te mettre indépendant, etc., etc. Mais t'es fou, tu vas acheter de l'immobilier, mais t'y connais rien, bla 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 bla. Puis je lis ce bouquin, Tout le monde mérite d'être riche, d'Olivier Seban, que je vous conseille de lire si vous êtes un petit peu perdu ou que c'est pas quoi faire. Et j'ai lu ce bouquin, et dans ce bouquin, en fait, ça décrivait tout ce que je voulais faire. De l'immobilier, du trading. Je faisais déjà du trading à l'époque, j'avais déjà commencé à faire un peu de trading, comme ça, sur le Forex, principalement l'indice et les indices. Et puis après ça, voilà, l'immobilier, comment faire pour se payer en premier, dans quoi investir, prendre les plus-values qui sont générées dans l'immobilier avec le bras de levier de la banque, parce que forcément, bah, moi je viens pas d'une famille riche, j'ai toujours bien vécu, j'ai jamais manqué de rien. Ma maman, paix à son âme, était secrétaire, et mon papa, technicien dans l'imprimerie, paix à son âme aussi. Voilà, on vivait bien, mais tout va bien, quoi. Tranquille, on partait en vacances une fois par an, voilà, tout nickel, bien, rien à dire. Mais j'ai jamais eu d'argent de personne, je suis commencé de zéro. Le seul argent que j'ai sur mon compte, c'est l'argent que j'avais récolté pendant que je faisais des jobs d'étudiant en été, un mois par an. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Et donc, voilà, et donc j'ai lu ce bouquin, ça m'a ouvert les yeux sur l'immobilier, sur le bras de levier de la banque, sur la finance, etc., etc. Je vous parle de ça, c'est 2006. 2006. Il n'y a pas de crypto, il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de formation sur Internet, il n'y a rien. Il y a le bouquin. Il y a le bouquin et bah, le bouquin, après ça, je me renseigne un peu sur Internet, je vois Olivier Seban, etc. Je vois que c'est une belle personne avec un très beau parcours, qui a fait des trucs incroyables. Et puis je me dis, il fait une conférence, bah putain, je vais m'inscrire à la conférence, je vais aller voir ça de près, je veux le rencontrer, discuter avec lui, échanger, voir, etc. Et donc, me voilà parti à cette conférence d'Olivier Seban, sur le trading d'ailleurs, et les investissements. C'était à Paris, si je me souviens bien. Et donc, je rencontre cet homme charismatique, pour reprendre les mots de certaines personnes qui parlent de moi aussi aujourd'hui. Et le courant passe très très bien, on sympathise bien, et puis voilà, je fais une deuxième formation, puis après ça, il organise des formations, puis lui m'invite pour que je l'aide à faire un peu la logistique, etc. Puis un peu discuter avec les gens, ce genre de choses. Donc voilà, et entre-temps, bah, moi je passe à l'action, je reviens du premier séminaire là à Paris, je reviens directement, je cherche pour acheter de l'IMO et investir dans l'immobilier en Belgique. Donc voilà, je commence à regarder, machin, maison. Moi, mon idée, je voulais commencer par une maison un peu une ruine, pas chère, pour pas prendre de risques, la rénover, comme ça voir un peu comment ça marche aussi de rénover ce genre de choses et faire tout ça pour avoir une belle plus-value pour mettre en location. Donc me voilà, j'achète une première maison pas loin de Dessines, pour ceux qui connaissent.
une ruine, j'achète ça, pas de raccordement aux égouts, un robinet d'eau, une prise électrique, rien, la maison vide, les toilettes à l'extérieur, comme à l'époque, même pas dans la maison. Et donc j'achète cette baraque, je me souviens à l'époque, 58 000 €. Voilà. Je fais un petit emprunt, etc. Un emprunt travaux. Puis je commence, voilà, je fais les travaux moi-même. Il n'y avait pas des travaux de structure porteuse, c'était toute la rénovation à l'intérieur. La toiture était bonne. Je construis une extension, installation électrique, la flotte, chauffage, etc., etc., etc. Et donc voilà, première maison, chaussée Victor Lampe. Ceux qui connaissent, je vois qu'il y a des gens dessinent dans le live. Et donc voilà, je rénove cette maison en plus ou moins 9 mois. Je fais tout sauf le plafonnage intérieur et le crépi extérieur. Je ne maîtrise pas et qu'il faut quand même être bien équipé pour faire ça parce que les murs, c'était comme ça. Parce qu'en Belgique, on fait des murs dur, on fait pas du placo. Donc voilà, je fais ça, tout fini, etc. Et je mets ça en location. Je mets ça donc sur plateforme ImoWeb en location. Et je loue ça en 2 semaines, de mémoire, 780 € par mois. Maison, rez-de-chaussée, premier étage, 3 chambres, 2 salles de bain, terrasse, jardin, je sais pas, un jardin de 3 4 acres, etc. Bon, à l'époque, voilà, c'était les prix de l'époque. Et donc, me voilà avec 780 € qui tombent tous les mois. Et je pense l'emprunt, je payais 280 ou 300. Donc voilà, déjà avec 400 € de surplus, plus mon salaire, etc. Donc voilà, donc j'investis un peu de trading à gauche à droite, machin, etc. Puis après ça, donc avec mon ami Michael, on trouve un peu plus loin, dans une ville voisine, une maison, d'une ancienne double maison de maître, fin d'année, en ruine, avec l'eau qui coule à l'intérieur, les, euh, les trucs, les collecteurs d'eau qui pissent, etc. Dans un état lamentable, juste bon à raser. 800 mètres carrés. Et donc, nous voilà partis à faire une offre, je me rappelle, un 22 décembre, à l'agence immobilière pour acheter cette ruine de 800 mètres carrés, très très bien située, 158 000 €. Je me rappelle très bien du prix. Et on l'achète à ce prix-là. Donc c'était plus cher, on négocie, on arrive à 158 000 €. Donc on achète cette ruine de 800 mètres carrés à 158 000 €. Non, pas Michael Lamas, rien à voir. Il s'appelle Mick. Il habite en Belgique, ça n'a absolument rien à voir avec cette personne-là. On parle de Belges ici. Ces personnes-là viennent d'autres pays. On ne mélange pas tout, s'il vous plaît. Et donc me voilà à acheter cette baraque de 800 mètres carrés avec lui, qui est une ruine. Il faut savoir que mon ami travaille dans le bâtiment, enfin société familiale dans le carrelage. Et donc voilà, nous voilà partis avec un architecte pour faire des appartements, un commerce, 2, 3, 4, 5 ou 6 appartements de mémoire, en partant de zéro. Et donc voilà, on vide toute la baraque, on commence par le haut, on rénove, électricité, chauffage, machin, brol, enfin tout le bordel, de zéro, on fait faire une partie. Puis voilà, on loue 1, 2, 3, 4 appartements, le commerce et tout. Puis nous voilà avec cette magnifique maison qu'on a rénovée sur plusieurs années. Grosse partie nous-mêmes le vendredi soir. Vous voyez un peu, hein, donc moi j'ai les mains, je peux tout faire, hein, j'ai pas de problème. Je fais le carrelage, électricité, chauffage, gaz, toiture, monter des murs, de l'itong, pas de problème. Je connais toutes les régulations, toutes les normes, pour aussi comprendre et pas se faire avoir par les entrepreneurs. Et donc voilà, et donc nous voilà avec ça, puis après ça, donc on a tout rénové, toute cette baraque-là. Et puis bien sûr, tout est en location, on a des rentabilités de fou furieux, parce qu'on a acheté ça pas cher. Donc je sais pas, on avait des rentabilités de 35%, je pense, par rapport aux 40% par rapport à l'emprunt. Et bien sûr, bah, avec toutes ces plus-values de la première maison et de ça, bah, on décide encore de faire plus. Moi, à l'époque, je me dis, tiens, voilà, il faut diversifier. C'est bien, les commerces, bon, c'est quand même pas évident. Les appartements, c'est bien. Mais bon, voilà, ça serait quand même pas mal aussi de faire autre chose. Et puis là, cherche. Je dis parking, ça serait quand même bien. La ville se développe, on supprime des trottoirs, on élargit des trottoirs. Il y a moins en moins de places de parking. Et donc, nous voilà partis à acheter un ancien garage Renault que l'on a transformé. Où on a fait je sais plus, 80 places de parking et la partie façade avec des commerces qu'on a segmenté en trois. Et alors là, une idée de génie qui me traverse l'esprit. Je regarde petit peu tout ce qui existe et en allant travailler à Bruxelles tous les jours, je passe devant une société qui s'appelle Shurgard. Et je me dis, tiens, c'est quand même bien ça, garde-meubles et tout. Il n'y en a pas dans la région, il y en a du côté de Bruxelles. Les appartements sont de plus en plus petits. C'est quand même pas mal de faire peut-être du stockage, du garde-meuble. Et donc voilà, me voilà parti chez Shurgard à aller voir les prix. Et quand je vois les prix chez Shurgard, je dis putain, mais ça coûte quand même la peau du cul ce truc. C'est un truc de malade.
Je dis, bah voilà, tiens, on va essayer de faire la même chose, moitié du prix. Et donc, me voilà, essayer de trouver des solutions, comment on peut faire avec les autorisations, avec l'État, les machins, avec, donc comment on appelle ça, l'urbanisme, etc. Et puis, je trouve une idée merveilleuse en passant dans le métro à Bruxelles. Je tombe dans le métro, sur des containers démontables de chantier. Et là, illumination. Putain, c'est quoi ce truc? Je vais voir tout près. Je trouve le fournisseur, je fais des photos avec mon téléphone. Je rentre, direct, je vais sur l'ordinateur. Je tombe sur le fournisseur en Belgique. On va le lendemain. Le lendemain, merci pour ton message, moi-même. Ça fait plaisir sur Insta. Tombe sur le fournisseur. Le lendemain, me voilà parti avec Mick, mon meilleur ami et mon associé, chez ce fournisseur, aller voir ses containers, etc. Tout en stock, des containers de toutes dimensions, des carrés, des rectangles, des petits, des grands, etc. etc. Truc de ouf, je dis putain, mais c'est ça qu'il faut, ça coûtait rien. Je sais plus les prix par cœur, là, c'est dans le PDF que j'avais mis dans mon groupe. C'est entre 300 et 700 euros. T'as un container métallique avec une porte, de l'OSB, une serrure, ça se monte en 4 minutes, ça se bouge, on peut les stacker sur un niveau. Truc de ouf. Et rentabilité de malade, parce que c'est du mètre cube et pas du mètre carré. Et donc, du coup, me voilà parti à acheter des containers pour remplir cet espace. Là, on fait quand même plus de 2000 mètres carrés, 3000 mètres carrés de mémoire de stockage. Les pompiers, détection incendie, caméra, contrôle d'accès, dans chaque box une alarme, etc., etc. Un truc tip top. Et puis là, nous voilà parti, voilà, on commence à faire un peu de pub sur Facebook, les agents immobiliers, etc. Honnêtement, ça se remplit complètement en 4 mois. 4 mois, tous les full list d'attente, etc., etc. Magnifique. Bon, voilà, ça c'est un petit peu les trucs que moi j'ai fait dans l'immobilier. Un petit peu pour résumer, donc de l'immobilier locatif, rénovation classique, un peu de commercial, toujours très mauvaise expérience dans le commercial. Parking, jamais eu de problème, magnifique, il verrait ça, donc tous ces garde-meubles, ces stockages, qui je pense sont vraiment des choses top, 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 top. Et puis en parallèle de tout ça, de tous ces événements, etc., moi je me forme. Hein. Mon métier de base, mais c'est l'informatique, l'IT. Donc ça, je vous expliquais, c'était un peu le hobby hein, et les investissements. Donc le pilier IMO. Puis après ça, ben, moi je me forme à l'époque, quand j'ai quitté GDF Suez, je deviens expert en sécurité, cybersécurité, hacking. Je fais toutes des formations, je suis certifié ISO 27001, j'ai des certifications dans tout ce qui est PCI DSS, donc tout ce qui est processing des cartes de paiement. Je fais des formations dans du hacking physique, donc sur du matériel physique, sur les cartes à puce, les cartes de paiement, les SIM cartes, les réseaux de téléphonie mobile, des formations de trucs de fou furieux en Hollande. Je vais aux États-Unis, je passe des certifications SANS, qui sont les plus grosses certifications qui existent au monde, avec les meilleurs spécialistes. Dans les salles où j'étais dans les formations, il y avait des mecs des services secrets, de la Navy, ou bien même des services secrets israéliens, etc. Puis là, parti là-dedans, je passe des certifications, je rencontre plein de gens et tout, ça me passionne. J'ai envie de tout casser. Me voilà parti des heures et des heures à essayer de rentrer dans des systèmes, dans des téléphones, d'applications mobiles, des sites web, des bases données, des alarmes, des contrôles d'accès, les systèmes de téléphonie, des systèmes d'urgence, etc., etc. Et donc voilà, et donc du coup, je travaille pour des grosses banques, toutes les grosses banques que vous connaissez en France, principalement, qui sont à l'étranger, avec des différentes couleurs, couleurs vertes, couleurs rouges, ce genre de choses. Et puis voilà, je fais des gros projets liés à la sécurité sur les ATM, les DAB, les distributeurs de billets, tout ce qui est Wi-Fi dans les branches, sécurisation des systèmes d'information, tout ce qui est identité, blanchiment d'argent, etc., etc. Voilà. Et en parallèle, je fais des concours de hacking sur Internet avec un groupe de 3 personnes en Belgique qui se rencontreront peut-être si elles sont dans le live. Et on crée une petite team qui s'appelle Polypocket. Si vous cherchez sur Internet, il a pied ma banque. Si vous cherchez sur Internet Polypocket, vous allez retrouver des traces de concours, ce qu'on appelle le CTF, capture de flac, euh, où, d'un point de vue mondial, quand des sociétés sortent des nouvelles solutions de sécurité informatique ou ce genre de choses, eh bien, ils font un test dans le monde réel. Et dans le monde réel, bah, c'est des gens, il y a un mécanicien, il y a un bûcheron, il y a un passionné d'informatique, il y a un jeune, il y a un vieux, etc. Donc c'est pas dans la structure classique d'une grosse société avec tous les tests classiques. Et donc c'est comme ça qu'on permet de voir la réalité et les vrais risques. Et donc on fait ce qu'on appelle ces captures de flaques et ces pentests. Et donc on voulait partir dans toutes ces compétitions, etc. d'un point de vue mondial avec des Russes, avec des Chinois et tout. Et bah, on a fini troisième, on était troisième mondial
derrière, pardon, les Russes et les Chinois. Les premiers, les Russes, Dragon Sector, les Chinois, etc. C'est très palpitant. On est allé dans plein de conférences à Paris, Hacking Paris, etc., etc. C'est vraiment très très passionnant. Et donc à fond dans l'informatique, à fond dans la sécurité, dans la cybersécurité, dans le hacking, reverse engineering, incident response, etc., etc., etc. Et il n'y a pas de réponse à cette question Hollywood. Le meilleur hacker, c'est celui qu'on ne connaît pas. Voilà, ça pour répondre à ta question. Et puis voilà, contre tout ça, et puis il y a une idée en Belgique qui est menée, bon, je peux dire des noms, c'est pas un problème, par un des Big Five, donc une des grosses sociétés de consulting dans le monde qui s'appelle Accenture, qui a une idée, qui veut mettre les banques autour de la table pour créer un. Je vous parle de ça, c'était donc il y a 11 ans, donc en 2012, 2012-2013. 2012-2013. Ouais, c'est ça, je pense, dans ces eaux-là. 2015, pardon. 2015. Ouais, enfin, bon, dans ces eaux-là. Qui a une idée qui veut créer le premier wallet de paiement. Ouais, il y aura une rediffusion, ne vous inquiétez pas. Tout est enregistré. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, veut créer un wallet de paiement. Il n'y avait pas de wallet de paiement à cette époque-là. Il n'y avait pas de Google Pay, il n'y avait pas de Apple Pay, euh, etc. Et donc, voilà partir avec cette solution de paiement, avec des cartes de fidélité dedans, des coupons de réduction, etc., etc. Bref, je vous la fais courte, avec toutes les banques belges autour de la table qui déposent 40 millions dans cette histoire, dans cette joint venture. Moi, à l'époque, je travaillais pour la banque verte, donc BNP, pour ne pas le citer. Et je faisais le projet du côté BNP en tant que consultant. Et nous voilà partis avec ce projet, après 1 ou 2 mois, qui est un peu catastrophique, qui ne marche pas, 3 mois qui ne marche pas. Et puis à un moment donné, il y a le directeur du marketing qui me propose de rejoindre cette joint venture et me donne une carte blanche pour essayer de résoudre les problèmes. Et donc me voilà parti dans cette boîte joint venture pour essayer de résoudre les problèmes. Bon, après avoir creusé et démonté tout le système, je me rends compte que c'est une grosse merde et qu'ils avaient pris tous des prototypes et des hackathons, des trucs de jeunes, etc. pour créer une solution pour essayer de la vendre, mais qui n'est pas du tout industrialisée, qui ne fonctionne pas du tout. Et donc, après un mois d'analyse, etc., je reviens avec la conclusion que c'est de la daube, c'est de la merde, et qu'il faut tout arrêter et recommencer de zéro. Donc forcément, gros choc, on prend les contrats avec cette boîte de consulting, on regarde les clauses pour sortir, je hack complètement la solution avec une autre personne, on casse complètement le contrat. Je ne vous raconte pas l'ambiance, hein. Avocat, CEO, toutes les banques, et les bros, les machins, etc., tous les services juridiques, etc. Et on les dégage. On, euh, on récupère une partie de l'argent. Dans cette boîte, dans cette joint venture, tout le monde part, forcément, parce que tout le monde a peur. Donc je me retrouve presque tout seul dans cette boîte qui s'appelait Belgium Mobile ID, Wallet, pardon, Belgium Mobile Wallet à l'époque. Et je me retrouve tout seul dans cette boîte avec de l'argent qu'on a récupéré. Je devais rester, je sais plus, une trentaine de millions, un truc comme ça, 35 millions. Puis je me retrouve dans une grosse réunion avec les CEO de toutes les banques et de tous les opérateurs mobiles. Parce qu'à l'époque, les opérateurs mobiles étaient rentrés, donc les Proximus, les Mobistar, Orange, etc., etc. Dans les tours Proximus, pour ceux qui connaissent, à la gare du Nord en Belgique, tout en haut, là, les tours Proximus. Où en fait, le but de la réunion, on va se dire voilà, c'est un échec, on arrête tout, et chacun reprend son argent, ce qui reste, et ce qu'on appelle sunk cost, et voilà, merci, au revoir. Puis, ben voilà, ils font tout le tour, ils commencent à expliquer, voilà, c'est un échec, blablabla, blablabla. Puis moi, je lève ma main, et je dis moi, j'ai une proposition. Je dis, on recommence, je vous propose, et je sors mes slides, propose, on recommence tout de zéro, on dégage toute la solution, et au lieu de faire un wallet de paiement où ça va servir à rien, avec vos coupons et vos cartes de fidélité qui vont rien apporter, ben, on va faire un focus sur ce que vous avez dans les banques. Qu'est-ce que vous avez dans les banques? Ben, on gère de l'argent, oui. Et puis vous avez quoi? Ben, des clients, oui. Et les clients, ben, les identités, elles sont vérifiées, oui. C'est la deuxième plus belle source d'identité vérifiée après le gouvernement, donc l'État. Parce qu'à l'époque, l'État, ben, même l'État, on ne peut pas accéder à l'information sur les identités, c'est confidentiel, etc. Maintenant, avec RGPD et tout, c'est encore pire. On ne peut pas y accéder. Et donc, me voilà parti avec cette idée, cette présentation de Digital ID, d'identité digitale, parce qu'à l'époque, le Premier ministre voulait digitaliser la Belgique. Le problème pour digitaliser la Belgique, avec une carte d'identité en plastique et un lecteur de carte connecté en USB à un ordinateur, avec des applications Java qui ne marchent pas très bien, ça ne fait pas trop. Et donc, on voilà parti avec cette idée de prendre l'identité des gens, on sent bien sûr qu'ils sont enregistrés tout ça à des banques,
et de proposer des services, hein, pour un service, pour pouvoir ouvrir une relation, ce qu'on appelle register, pour pouvoir s'authentifier, donc taper un login plus sécurisé, signer une transaction pour faire un transfert bancaire, signer de façon qualifiée, parce qu'à l'époque, on met en place la régulation EIDAS, qui est la régulation EIDAS en Europe pour la signature qualifiée. Donc c'est la même chose qu'une signature manuscrite, mais qui a plus de valeur qu'une signature manuscrite, bien sûr, puisqu'elle est digitale. Et donc, nous voilà partis avec tout ça. Et UiPath, c'est ça. C'est l'équivalent du UiPath, à part que je l'ai créé il y a 9 ans avant UiPath. Et donc, nous voilà partis avec cette solution. Je fais un prototype avec une grosse boîte en France qui s'appelle Gemalto, proof of concept, machin, etc. Je fais tout un prototype moi-même avec la carte SIM dans le téléphone comme élément de sécurité, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'élément de sécurité dans les smartphones. Ça n'existe pas. Pour pas avoir que du logiciel, etc. Avec deux moyens de communication via ce moyen, via le out of band, ce qu'on appelle le out of band du téléphone, puis toute la communication via Internet, avec des backends, des machins, je passe les détails, etc. Blablabla. Et me voilà avec un prototype qui fonctionne. Puis je cherche des partenaires, je trouve à Louvain-la-Neuve une boîte qui apparemment sait faire des développements correctement pour développer la partie back-end, à Gand la partie application, etc. Et nous voilà partis pour développer et mettre en place ce qui s'appelle aujourd'hui It's Me. Et It's Me en Belgique, c'est plus de 8 millions d'utilisateurs. On peut tout faire en Belgique sauf voter et divorcer. Et c'est la première vraie identité digitale en Europe. Voilà. Et même plus ou moins dans le monde, fait de cette façon, avec jusque 5 facteurs d'authentification. Ce que vous êtes, ce que vous connaissez, ce que vous avez, plus le biométrique, plus la localisation, etc. etc. Donc c'était à l'époque, je pense elle est plus ou moins encore aujourd'hui, une des solutions les plus sécurisées pour gérer l'identité, d'authentification et faire de la signature. Aujourd'hui en Belgique, à distance, on peut acheter, vendre de l'immobilier, on peut ouvrir une relation bancaire, on peut ouvrir au casino, on peut signer ses impôts, on peut aller dans une banque, on peut ouvrir une boîte métallique qui est digitalisée, etc., etc. Voilà. Et donc ça, c'est le projet It's Me, où je suis le créateur fondateur, et j'étais CTO pendant longtemps, maintenant je ne suis plus dedans, mais toujours des brevets qui sont en place sur ce genre de choses. Voilà. Par exemple, là, j'ai fait un virement cette semaine depuis Dubaï dans mon application bancaire pour payer encore une connerie à l'État belge qui traîne depuis des années. Ben, j'ai payé une grosse somme, plus de 10 000 euros, plus de 10 000 euros avec mon téléphone, avec It's Me pour valider ma transaction, et plus avec le lecteur de carte, avec la carte et tout ce bordel. Donc voilà, ça c'était ma création il y a 8 ans, It's Me, en Belgique, qui est aussi disponible au Luxembourg, en Allemagne, en Hollande et en Irlande de mémoire, et qui est parti à l'international aussi, en France, ça met un peu de temps. On avait vu à l'époque la délégation de Macron il y a des années, il y a 5 ou 6 ans. Mais bon, voilà, ça prend un peu de temps, parce qu'en France, vous êtes encore au chèque. Pour ajouter un destinataire bancaire, il faut appeler la banque ou passer dans la banque signer des documents. Ça met un peu de temps à être digitalisé en France, avec aucune arrogance vis-à-vis de mes amis français. Et donc, jour en parallèle de ça, donc, bien, moi j'ai découvert la blockchain et la crypto-monnaie en 2011. En 2011, je découvre la blockchain en tant que technologie. Je suis dans l'IT, l'informatique, etc. À l'époque, on parle d'une révolution pour le stockage d'informations, la non-répudiation, etc. sur du long terme, système décentralisé, etc. Pas de base de données. Oui, It's Me, c'est moi, Lorik, tout à fait. It's Me, c'est It's Me. Et pour ceux qui perdraient leur nationalité belge, je suis propriétaire du nom de domaine It's Not Me, au cas où. On ne sait jamais. Petite blague en interne. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et donc voilà, moi je suis intéressé depuis 2011 à la blockchain d'abord, puis Bitcoin. Et j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies très tôt, 2012. Premier Bitcoin acheté, plus ou moins aux alentours de 50 dollars. Révolution pour moi, c'était après la crise de 2008, c'était une révolution technologique et financière, décentralisée, tout traçable dans la blockchain. On ne peut pas manipuler les cours, on peut pas manipuler les cours, on peut voir toutes les transactions basées sur le modèle de l'or. Donc c'était incroyable. Et donc, voilà, acheter des bitcoins, acquérir les bitcoins, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi, tout le monde me prenait pour un fou, mais ouais, c'est un scam, ça sert à rien. À l'époque, les mecs plus ou moins que je connaissais, ils achetaient des bitcoins pour acheter des stéroïdes ou des choses illégales sur le black market, sur Internet. Et donc voilà comment moi j'ai commencé à investir en crypto-monnaie en 2012.
Voilà, voilà, petite pause, je prends un petit coup d'eau. Ça serait cool si vous pouviez un petit peu tapoter sur les écrans, sur TikTok et sur Insta aussi, pourquoi pas, pour attirer un petit peu de monde dans ce live. On va essayer de pas de se faire ban. Je bois de l'eau. Et donc voilà un peu mon parcours. Après ça, j'ai fait plein de choses. Je m'en suis bien beaucoup formé. J'ai jamais fait de e-commerce personnellement, ou de dropshipping, parce que ça m'intéressait pas. J'ai fait plein de développements, j'ai développé, on a mis en place une société en Belgique il y a des années, je ne sais plus dire même quand, 14 ans, 15 ans, 16 ans, je ne sais plus, on était les premiers à acheter des écrans LED, les grands écrans LED en Belgique. On avait mis des écrans, on avait trouvé des concessions, on avait trouvé des demandes d'urbanisme, on avait des écrans dans la rue pour faire de la publicité, on avait des immenses écrans pour faire les backstage dans les festivals, etc., etc., sur des remorques pour faire du digital signing. Donc voilà. Non, je ne suis plus en contact avec cette personne, Oxfino. Et voilà, donc plein de choses. Ça, j'ai développé aussi une solution de tracking GPS à l'époque, quand ils ont commencé à mettre des taxes en Belgique sur les voitures de société, pour prouver que c'était une voiture de société et qu'elle retournait tous les jours sur le siège de la société. J'avais développé une solution avec des traceurs GPS pour pouvoir prouver que les voitures retournaient toujours sur le parking de la société. On fait plein de choses dans différents domaines. Et voilà.